dose d'économie. Et votre dose d'immobilier? Vous avez l'impression de construction que je fais pas assez d'immobilier avec Marie-Cœur de Roy? Vous me remettez une dose de construction. Je vous ai demandé ce matin si je pouvais faire ça, vous m'avez dit oui. Mais oui, parce que je pense à vous qui nous écoutez. Vous voulez savoir comment ça se passe dans le logement neuf. Ça ne s'arrange pas. Le ministère du Logement publie les mises en chantier du mois de septembre. Et encore une fois, ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Non, mais c'est même pas que... Oui, c'est plus qu'encore une fois. On a l'impression que ça pourrait pas être autrement. Alors là, le chiffre de septembre, c'est 19 800 logements mis en chantier. C'est le chiffre mensuel le plus bas depuis 25 ans. Et le problème, c'est que c'est pas le premier gadin du logement, donc c'est-à-dire qu'on prend les habitations une par une. Oui. Les 19 000 logements, alors ça peut être du collectif ou de l'individuel, mais c'est le chiffre le plus bas depuis 25 ans, et c'est pas le premier gadin. C'est pour ça que j'ai intitulé Construction, les gadins s'empilent. Octobre 23, septembre 24, il y a eu 337 100 logements qui reçoivent un permis de construire. 35 000 de moins que sur les 12 mois qui précèdent. C'est pas des épaisseurs de traits. Donc on n'est plus là à se dire ça va mal dans la construction, le bâtiment va-t-il? Non, puis on met plus de point d'interrogation. Le bâtiment est dans une crise sans précédent et une crise qui s'est installée. Le problème de ce secteur, c'est que tout est du temps long dans la construction. Quand vous vous retrouvez face à un déficit de demande qui est le point de départ, du coup l'offre freine, et à un moment si la demande revient, le temps que l'offre remonte et se remette à niveau, mais c'est bon, vous avez une séquence de vie de 4-6 ans pour que tout redevienne normal. C'est là où c'est très très particulier. Bon, est-ce qu'on parvient, est-ce qu'on arrive à expliquer l'ampleur et surtout la gravité de cette crise dans la construction? Je vous pose la question alors que je parle d'immobilier tous les jours, mais j'arrive pas à bien voir l'ampleur. Alors, on peut parfaitement expliquer ça avec des éléments qui viennent de l'extérieur et des éléments qui sont liés à nous. Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Le sujet numéro 1, c'est la demande. La demande s'est évaporée et les ventes ont reculé à cause de l'inflation, à cause de la remontée des taux qui a plombé le pouvoir d'achat immobilier, et on a vu la production de crédit immobilier atteindre des niveaux dramatiquement bas ces derniers mois. Ça repart, c'est vrai, depuis la fin du printemps, début de l'été. Là-dessus, s'est ajoutée une décision française. On a décidé de réduire ou de rendre plus complexe l'ensemble des dispositifs d'aide à l'immobilier, enfin de réduire surtout, prêt à taux zéro et l'histoire de Pinel notamment. Bon, première chose. Deuxième chose, l'inflation des prix. Il y a eu une hausse des coûts des matériaux, une hausse des prix de l'énergie, ça a touché toute l'Europe. Ça a renchéri le prix de la construction. Ensuite, l'inflation des normes. Vous savez qu'on est très bon pour surtransposer, et donc on a empilé des normes en tout genre. Je crois que c'est l'un des secteurs les plus normés en France, et on y a rajouté toute la série des contraintes vertes. Tous ces éléments-là sont des éléments qui contribuent encore à renchérir le coût de la construction. Quatrième élément, il y a l'accès au foncier, qui est une espèce de mal endémique à la française. Alors on sait qu'un maire bâtisseur est un maire battu, les municipales arrivent. Vous vous souvenez de l'histoire du maire de Villemomble qui avait sorti dans la banlieue est de Paris. Il avait sorti sa revue municipale, et au milieu il y avait une carte de la ville de Villemomble avec plein de petits points rouges. Et le commentaire, c'était « Regardez, chers administrés, chaque petit point rouge correspond à un projet que j'ai réussi à empêcher. » Et donc c'est un argument vis-à-vis des administrés. Et puis alors après est venu se rajouter l'effet du ZAN, le zéro artificialisation nette, qui est un choix cette fois-ci. Le ZAN, normalement, il a un calendrier étape par étape, mais comme toujours, on a tendance à accélérer un petit peu les étapes. Cinquième élément, vous avez l'effet pervers de la disparition de la taxe d'habitation. On a suffisamment dit que c'était un choix purement politique, c'était une erreur économique. On a quand même retiré aux collectivités un levier fiscal absolument essentiel. Or, si vous construisez un lotissement, il faut faire des routes avec, il faut faire agrandir l'école, peut-être construire une piscine, des centres de loisirs, des crèches, ça coûte de l'argent. Sixième élément, la situation est aussi tendue du côté de la rénovation, qui est quand même un élément qui fait vivre un peu le secteur. On ne sait plus où on en est sur MaPrimeRénov'. Allez, retour. Je me suis posé la question ce matin, je l'ai posée à la consultante dans la rédaction. C'est quoi déjà la version définitive de MaPrimeRénov'? Est-ce qu'on a remis les monogestes? Ou est-ce que les monogestes sont toujours exclus et c'est que les rénovations globales? Je ne sais même plus. Et vous rendez un truc complexe, vous êtes sûr que vous allez le planter. Et puis sixième élément, le flou budgétaire dans lequel on est, c'est pas propice à la confiance des chefs d'entreprise. Vous avez vu les chiffres de recul de l'investissement dans la moisson de l'INSEE de ce matin. Alors évidemment, quand vous êtes un promoteur, tout ça n'est pas rassurant, surtout que il y a toujours un peu la volonté d'essayer d'aller taper sur les propriétaires immobiliers pour faire rentrer du blé, parce que un propriétaire immobilier, contrairement à un investisseur, il prend pas sa maison pour partir de l'autre côté de la frontière. C'est donc une proie fiscale absolument merveilleuse. Et là, on a vu fleurir à nouveau des nouvelles idées. Tiens, la taxe d'habitation nous manque. Si on faisait une super taxe
tout ce qu'il faut. Alors on a des dégâts visibles. Nexity, qui est quand même une perle française, a engagé ce mois-ci un plan social de quand même 300 départs contraints. Le deuxième constructeur de maisons individuelles en France, AST Group, est en procédure de sauvegarde depuis le printemps. Et sur un an, la Fédération française du bâtiment, de juin 24 à juin 23, enfin juin 23 à juin 24, 35 000 emplois détruits. Voilà la situation d'une crise sans précédent et qui s'est installée désormais. Crise installée, effectivement, dans le logement neuf. Est-ce qu'on peut finir sur une note pro-business et essayer de lister quelques solutions qui pourraient aider le logement en construction à repartir? La meilleure solution, c'est le ralentissement de l'inflation et la baisse des taux. Mais bon, ça, je dirais que c'est une dynamique qui s'installe, mais ça prend un peu de temps. Le truc, si vous voulez trouver des solutions un peu rapides, il n'y a rien en claquant des doigts. Hein. Il n'y a rien en claquant des doigts qui vous transforme un marché de la construction. On n'est pas sur est-ce que j'achète ma voiture électrique ou pas. Ah tiens, le bonus a pris 1000 balles, je vais m'acheter ma voiture électrique. Ah, il a perdu 1000 euros, je ne vais pas acheter ma voiture électrique. Même si c'est pas hyper simple non plus sur un marché comme l'automobile. Donc là, si vous voulez trouver des solutions, ça veut dire que l'État met la main à la poche. Sauf que c'est pas vraiment l'air du temps. On n'est pas en train de mettre la main à la poche dans des poches vides. Ou alors, vous faites machine arrière sur des quantités de contraintes vertes. Et là, vous allez avoir des heures de débat. La France est en train de renoncer à la transition énergétique pour sauver la construction. Donc, extension du PTZ, on conserve la niche fiscale Pinel, on stabilise MaPrimeRénov' et on clarifie le dispositif. Allez, moratoire sur le ZAN. Bon, tant pis. On verra plus tard. Pareil sur RE 2020, la réglementation environnementale 2020 qui a remplacé la RT 2012. Hein. RE, c'est réglementation environnementale, RT, c'était réglementation thermique. Donc on a considérablement durci les conditions de construction pour verdir tout ça. Très bien, très bien. Ben oui, mais écoutez Guillaume Poitrinal qui vous raconte les trucs aberrants quelquefois dans lesquels on s'est trouvé avec ces réglementations. Alors on peut dire décalage effectivement des sujets concernant RE 2020. Mais les aides à l'apprentissage, on frôle le 25. Enfin, on est à 20 milliards l'année, on les garde toutes, on touche surtout pas à l'apprentissage parce qu'évidemment c'est un élément de frein que de l'argent public. Hein. Et alors vous avez même des idées qui ont surgi comme peut-être si on ressuscitait une mesure qui avait été expérimentée sous Balladur dans les années 90, on exonère de droits de succession ceux qui achètent un logement neuf. Mais encore une fois, hein, c'est que de la mesure, c'est de la niche fiscale, ou alors un truc qui marche très bien, on défiscalise les intérêts d'emprunt. Eh bien voilà, les solutions, si vous voulez, ça va être que peut faire l'État. On va être toujours dans cette logique-là, et de toute façon, il n'y aura pas de solution de retournement du marché, compte tenu des chiffres et des dégringolades que j'ai cités, qui vont faire que, tiens, ça y est, on est en novembre et tout va mieux. Nicolas Dose et sa dose de dépression. Oui, il y a un peu de ça. Oui. Ce matin. Non, mais c'est sérieux ce sujet évidemment du. Mais surtout que derrière le logement, c'est l'emploi. Et derrière l'emploi et le logement, c'est l'ascenseur social aussi. Enfin, il y a plein de choses. C'est l'une des grandes erreurs, je pense, d'Emmanuel Macron de son septennat, c'est d'avoir considéré que le logement c'était une rente. Et d'avoir considéré ça comme un non-sujet, jusqu'à transformer l'ISF en IFI, parce que de toute façon, voilà, le logement, il sert à rapporter des sous. Non, il sert aussi à se loger, il sert à bosser, il sert à plein de choses, le logement. 90 milliards d'impôts sur les propriétaires aujourd'hui. Hein. Comme on le disait hier avec le patron de Moneta, comment on fait pour encourager l'épargne vers les entreprises cotées ? Quel rôle peuvent avoir les parlementaires? Pourquoi ça bloque? Pourquoi on n'arrive pas à évangéliser ces sujets? Pareil, pour évangéliser le sujet de l'immobilier, il faudrait savoir ce que pensent les parlementaires. Alors, le fléchage de l'épargne, c'est plus les normes prudentielles que les parlementaires. Oui, mais bon, ça pouvait un peu moins servir à l'effort fiscal. Mais voilà, on va encore se demander que peut faire l'État. Alors après, il y a plein d'autres éléments, probablement, des éléments. Il y a aussi un élément de libéralisation, notamment sur le pouvoir absolu des maires sur le foncier. C'est un vrai sujet. La loi Elan voulait mettre ça au début. Puis c'est tellement touchy qu'on a renoncé à l'histoire. Et on est du coup rentré dans des trucs super compliqués où on fait intervenir les intercommunalités. Enfin, voilà. Nicolas Dose, tous les jours dans Tout pour investir. Simplification. Voilà, simplification, c'est pas de l'impôt, c'est pas de la dépense publique, normalement. C'est pas une méga tendance très française, la simplification.